Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Euh, Très grosse carte qui s'en vient en approche la semaine prochaine. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a encore le Fight Night contre The Bonfim versus Belair qui s'en vient. Mais je vais prendre un peu d'avance puis vous partager mes prédictions et mes analyses pour la carte de la Maison Blanche qui s'en vient dans une semaine, donc le dimanche 14 juin. Donc ici on a une très grosse carte. Les gens ont beau dire ce qu'ils veulent, que la carte n'est pas incroyable. Moi, je pense quand même qu'à date, ça reste la meilleure carte qu'on a eue cette année. C'est pas tous les jours qu'on voit les deux plus grosses stars de l'UFC pratiquement, donc, avec Topuria et Pereira qui sont sur la même carte, qui ont tous les deux des combats pour une ceinture. Donc, quand même, une assez grosse carte. Il n'y a pas énormément de combats, mais c'est quand même tous des combats qui sont assez intéressants. Donc, c'est assez plaisant d'aller plus plonger là-dedans pour savoir qui va gagner, etc. Donc, le premier combat de la carte, ça va être Steve Garcia versus Diego Lopez. Ici, on a un combat super intéressant. Possiblement le combat le plus divertissant de la carte, peut-être. Donc, on a ici deux guerriers, deux strikers, plus ou moins, qui sont assez grands pour la division. On a ça tapé. Donc, on a Steve Garcia qui est 6 pieds. Puis, on a Diego Lopez qui est 5 et 11. C'est deux parmi les plus grands de la catégorie des poids plumes. Ça, c'est possiblement la première fois qu'on va voir Diego Lopez battre contre un gars qui est plus grand que lui. Steve Garcia, si jamais vous n'êtes pas trop à l'aise avec lui, vous ne connaissez pas, c'est un prospect qui est entré récemment dans les classements des poids plumes, qui est un striker super dangereux, qui a des mains très lourdes. Là. Il a gagné sa place contre David Onama, puis contre Jamie Stevens. Donc, David Onama qui est complètement knock-out dernièrement, je pense à l'UFC 14. Pas l'UFC 14, mais c'est à l'UFC vers la fin de l'année 2025. Puis, ben, on a Diego Lopez, évidemment, qu'on connaît bien, qui est un combattant très polyvalent avec les mains lourdes, qui est très agressif, puis qui a un jiu-jitsu très, très, très technique et talentueux, puis qui est très fort physiquement aussi pour la division. Malgré tous ces attributs-là qu'on peut dire de chacun, ma prédiction pour moi, ça va être Diego Lopez par décision 30-28. Donc, les deux frappent extrêmement fort debout, surtout en boxe. On a Diego Lopez qui fait beaucoup vraiment avec les mains hautes, qui va être prêt vraiment à rentrer en distance de clinch, en distance de boxe pour frapper avec des crochets, avec des uppercuts. On a Steve Garcia qui est un peu plus peut-être technique, plus de finesse debout, mais qui est extrêmement agressif également. Donc ça va vraiment avoir un clash ici de combattants. Diego Lopez, pour moi, son menton est un peu plus prouvé que Steve Garcia. On sait qu'il a un excellent menton. Malgré les mains lourdes de Steve Garcia, je pense pas qu'il va se faire knock-out par son adversaire dimanche prochain. Je pense surtout qu'il va être capable de rentrer avec lui. Puis si jamais vraiment il y a un problème, il y a peut-être une perte de cardio, etc., il y a son grappling qui est toujours là dans la poche arrière, qui peut sortir. Il est capable de prendre des positions très dominantes. On peut se rappeler de son combat justement contre Jean Silva, qui a remporté par KO, TKO au deuxième round, qui a complètement dominé, qui a annihilé complètement Jean Silva au premier round avec du grappling, donc la montée complète, le scramble au sol, la prise de position dominante. C'est vraiment quelque chose qui pourrait mettre en danger Steve Garcia dans ce combat-là. Puis, je pense simplement en fait qu'il est beaucoup plus prouvé aussi. Là. Steve Garcia, c'est vraiment un gros step-up pour lui, là, de passer de David Onama à Diego Lopez qui s'est battu pour le titre 2 fois, puis qui a battu des gars comme Brian Ortega, qui était une décision très proche avec Movzar Evloev. Donc, pour moi, je pense que Diego Lopez va l'emporter par décision malgré tout. Préparez-vous par contre, ça risque d'être le Fight of the Night en partant direct dans le début de la soirée. Parce que les deux, en fait, ils ont des bons mentons, les deux frappent extrêmement fort et ils vont à la guerre. Donc, préparez-vous pour ce combat-là, ça va être super bon. Puis, Diego Lopez est favori aussi, donc je pense vraiment qu'il va gagner parce qu'il est plus prouvé. Il a un bagage plus complet, que ce soit dans son grappling ou comment il strike en boxe avec son uppercut. On l'a vu vraiment avoir des KO expéditifs, comme Sadiq Youssouf à l'UFC 300, qui a encore avec des uppercuts dans le clinch. Je pense que ça va être assez difficile pour ces Garcia de s'imposer son style. Si on compare aux dernières personnes dans qui s'est battu, Brian Ketter, Mexico Acosta, il y en a encore brutalement à Costa. Puis David Onama, qui est encore, c'est des gars qui sont un peu sur le pied arrière quand même.
Surtout Jamie Stevens ces temps-ci. Là. César Lopez, c'est un gars qui va y rentrer dedans de pleine face. Ça pourrait peut-être un peu le mélanger ses cartes, un peu, le déstabiliser. Donc je pense quand même que César Lopez va le faire s'imposer. Par contre, je vois pas une domination. Parce que c'est Garcia, c'est quand même un gars qui est en montée. Pour moi, il pourrait continuer de monter après ce combat-là, même s'il perd. Donc je pense que ça va être une décision plutôt serrée. Donc on va prendre un 30-28, 30-29 pour Zega Lopez pour notre premier combat de la soirée. Deuxième combat, Bo Nickel contre Kyle Daukaus. Combat assez spécial, surtout au-dessus du combat précédent pour moi. Je trouve que c'est peut-être un peu particulier, mais bon, on connaît Bo Nickel. C'est un combattant qui est assez privilégié quand même, surtout au niveau de ses placements dans les cartes. Là. Il y a toujours une belle place quand même pour lui réservée sur les cartes principales, etc. Puis ici, on a un adversaire assez particulier. Kyle Daukaus, probablement qu'il y en a plus d'entre vous qui sont pas à l'aise avec qui c'est dans le fond. C'est un combattant qui avait combattu à l'UFC à l'époque, dans le début des années 2020. Qui s'est fait cut de l'UFC. Puis il est revenu vraiment en force. Il y a eu 2 combats depuis qu'il est revenu dernièrement. Il y en a encore au premier round Michel Pereira, qui est un striker dangereux, debout, très flashy avec des flying, etc. Probablement que vous l'avez déjà vu faire des backflips sur ses adversaires. Il en a encore au premier round. Puis après ça, il y en a encore au premier round Gerald Mayshart, à son combat, qui en 2026, c'est pas la meilleure victoire à avoir, mais bon, ça reste quand même des victoires expéditives. Puis du côté de Bonecall, ben on a un combattant, un lutteur de base, qui a beaucoup amélioré ses cartes de Soda Striking depuis qu'il s'est battu contre Rainer the Raider, qui l'a vraiment dominé, qui l'a détruit son cardio, puis qui l'a fini avec un coup de genou au corps. On l'a vu vraiment à venir plus patient depuis. Et son combat contre Paul Craig était assez lent, assez plate. Que c'était vraiment des overhand avec 3 coups par round quasiment. Cependant, son combat contre Vieira, qu'on a vu vraiment dans l'hiver passé, début de l'hiver passé, avant 2026, il en a encore avec un high kick à la tête. Puis il a vraiment dominé le combat quand même. Vieira, c'est un gars de jiu-jitsu avec les niveaux un peu lourds, qui est plus petit, plus stocké, un peu plus musclé, qui est très fort au sol. Puis ben Bonecall le pris, puis le slam sans trop de problèmes, puis debout s'imposait avec sa boxe, puis ses coups de pied. Puis il a fini par avoir un KO expéditif, où Vieira complètement tombé sur le sol. Donc on a peut-être potentiellement avoir un nouveau Bonecall pour cette année 2026. Il va se battre contre Kyle Daukaus. Le problème, c'est que Kyle, ses deux derniers adversaires, ils n'ont pas les meilleures fiches ces temps-ci. Certes, Michel Pereira, on l'a connu comme un gars qui était assez dominant, mais il a perdu contre Kyle Daukaus, il a perdu contre Abus Nurmagomedov, puis il a perdu contre Anthony Hernandez aussi, qui s'est complètement détruit par Hernandez. Donc c'est plus vraiment le même gars qu'avant. Donc est-ce que c'est vraiment un exploit de KO? Oui, mais bon, c'est pas le même adversaire qu'il y a peut-être 4 ans. Donc je trouve que ça fait un peu pencher quand même ce côté de Bonecall. Puis c'est vers là que je vais me diriger en fait. Pour moi, Bonecall va gagner par décision. Bonecall, probablement qu'il va prendre beaucoup de précautions parce qu'il va se rebattre contre un gars qui est immense physiquement. Là. Il a quasiment le même. Dans le cas, c'est quasiment le même gabarit que The Raider. Donc un gars de 6 pieds 3 avec des grosses jambes, un torse très compact. Donc ça va être un build qui est difficile à amener au sol. Puis il génère beaucoup de puissance dans ses coups, Kyle Daukaus, puis il est long. Donc, Bonecall va vraiment être patient, je pense. Qu'il va essayer peut-être de faire des low kicks, essayer de travailler un peu son kickboxing à distance. Puis ben, il pourra potentiellement engager clinch contre la cage, puis faire des amenés au sol. Mais je pense que ça va être très serré, parce que c'est un combat low output avec pas énormément de frappe. Je pense que ça va être un peu un drop comparé au combat d'avant qui va être juste une guerre sanglante, selon moi. Je vais acheter Bonecall quand même parce que il y a beaucoup d'espace à l'amélioration, ce gars-là, probablement, qui s'améliorerait encore plus par rapport à son dernier combat. Puis si c'est le même Bonecall qu'on a vu vers la fin de l'automne, début de l'hiver passé, pour moi, il va l'emporter par la décision. Parce qu'il y a un bagage peut-être plus complet. Il génère quand même beaucoup de puissance dans ses frappes, Bonecall, même s'il n'est pas gros pour la division. Puis, s'il prend confiance en sa lutte, pour moi, il va être capable d'acheter des points facilement, comme il a fait contre Vieira dans son dernier combat. Donc, je vais aller avec Bonecall
avec une décision un peu plate, 30-29, un truc assez serré, un peu plate. Donc voilà. Prochain combat par contre, on revient sur des combats très expéditifs. Donc on a Michael Chandler contre Mauricio Ruffi, Ruffi est ancien membre des Fighting Nerds. Ruffi, c'est le deuxième plus gros favori de la carte après Topuria, évidemment. Puis, honnêtement, c'est vraiment un gros layoff qu'ils ont donné. Fiziev, pour moi, c'est un bon défi pour tous les strikers de la catégorie des top 15, top 10 chez les poids légers. Michael Chandler qui s'approche de ses 40 ans, il vient de se faire démolir. Il s'est fait démolir l'année passée par Paddy Pimblett, évidemment. Puis avant ça, Charles Oliveira, il y a eu un combat de 5 rounds contre lui, qui était assez quand même en la faveur d'Oliveira. Cependant, si on ressort les attributs de chaque côté, on a Ruffi qui est un striker très long, avec les mains très lourdes. C'est un peu un McGregor moderne, honnêtement. Contre Michael Chandler, qui est une boule de puissance, qui est super explosif, qui est capable de générer de la puissance sur des overhands, sur des grosses entrées en lutte. Mais bon, je pense pas mal qu'on va se diriger vers Ruffi pour mes prédictions. Je vois Ruffi avoir un KO peut-être au premier ou au deuxième round. Chandler a quand même un bon menton, donc je vois pas nécessairement un gros flatline KO premier round directement sur un direct où que Chandler part complètement dans les vapes. Je verrais à peu près un finish comme qu'il y a avec Fiziev, donc peut-être une main arrière en contre ou un crochet avant qui va peut-être ébranler Chandler, qui va le faire peut-être tomber vers le sol. Puis Ruffi, il a très bons instincts quand il blesse quelqu'un, donc je peux le voir suivre Chandler au sol puis le terminer en ground and pound. Comme qu'on a vu peut-être avec Paddy qui a pris la montée complète puis qui l'a fini avec des coups de coude à la tête. Donc voilà. Je vais vraiment en rentre au premier ou deuxième round. On peut quand même analyser un peu les défauts que Ruffi a dans ce combat-là. Chandler, on l'a vu faire 5 rounds avec Oliveira, puis au dernier round, blessé de debout Oliveira avec un direct arrière qui a passé, qui a ébranlé Oliveira, puis après ça, Chandler l'a enchaîné contre la cage, qui a mis beaucoup de coups à la tête d'ailleurs. Donc on peut quand même le voir générer de la puissance, l'explosivité dans les rounds qui sont plus loin, comme le 3e, 4e, 5e round. Ici, on a un 3 rounds. Puis Ruffi, c'est quelqu'un par le passé qu'on a vu s'essouffler, s'affaiblir peut-être au fil des rounds. Si on regarde surtout ses premiers combats qui durent un peu plus longtemps, là, comme par exemple son combat contre un Russe au Dynamite Contender Series, il était complètement brûlé. Les deux gars étaient brûlés, puis Ruffi, ça a été vraiment long avant qu'il ait le finish. Si on va voir son deuxième combat, l'UFC, contre James on top, qui a eu en short notice, qui lui était beaucoup plus lourd que lui, James. Il était vraiment assez essoufflé dans ce combat-là. Là. C'est le combat où il a mis un crochet avant en regardant de ce côté. Il n'a pas été capable de finir le gars parce qu'il avait un bon menton, puis on l'a vraiment vu ralentir au fil des rounds parce que ce style de combattant qu'on peut voir comme des McGregor, même des José Aldo, des Fiziev, des gens qui n'ont pas nécessairement le plus gros volume de frappe, mais qui mettent vraiment beaucoup de puissance puis de motion dans leur coup constamment. En fait, comme Chandler, en fait, ça taxe beaucoup sur le corps, sur les épaules. Puis ben Ruffi, lui, on l'a vu vraiment ralentir dans les combats. Puis au niveau du grappling, sinon, évidemment, ça reste une faiblesse. Il y a son combat contre Benoît Saint-Denis, puisqu'il s'est fait complètement laver, annihilé là, au sol par Benoît Saint-Denis. Donc, Chandler a quand même un bon grappling. On l'a vu pratiquement dans chaque combat avoir des takedowns en offensive, que ce soit contre Paddy, Oliveira, Poirier ou Gaethje. Il était capable d'avoir des amenés au sol. Il y a un certain jiu-jitsu quand même, mais je pense pas que ça va être un facteur dans ce combat-là. Là. Le fait avec lui, Chandler est assez désastreux. Donc on peut probablement le voir essayer de juste avoir un gros knockout. Surtout qu'il va se battre à la Maison Blanche contre Donald Trump et les autres contre les autres hommes politiques. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de ce combat-là. Est-ce que ce combat-là pour vous a sa place? Est-ce que Chandler mérite d'avoir encore un gars comme Ruffi? Je suis pas trop sûr, mais bon. De mon bord, on va s'attendre à un KO de Ruffi, probablement au deuxième round ou au premier round. Ça nous amène ici au prochain combat. Derrick Lewis contre Josh Hawkett. Super combat pour moi. Je trouve que c'est une belle valeur ajoutée à la carte quand même, qui ont racheté ça après l'UFC qu'on a vu cet hiver. C'était sur la carte. Quelle carte déjà? C'est la carte de
Bref, je vais écrire ici au montage, j'ai complètement oublié c'est sur quelle carte. C'est la carte de Prochaska contre Hulberg. Donc Josh Hockett, jeune prospect, pas trop vieux, prospect qui arrive très fort chez les classements après une victoire spectaculaire contre Curtis Blade, probablement des meilleurs combats de l'histoire chez les poids lourds. Qui va se battre contre Derek Lewis, probablement qu'il l'a call out. Derek Lewis c'est quand même 9ème. Mais bon, si on regarde ses dernières performances avec Lewis, c'est assez désastreux. Son combat contre Waldo Cortez Acosta qui s'est fait complètement annihilé. Là. C'était même pas une performance, c'était même pas le drôle. Là. Avec Lewis, il est juste abandonné sur un petit jab, puis il est tombé au sol, puis le combat s'est terminé là. Puis je pense qu'il a passé quarantaine dans la quarantaine, Eric Lewis. Je pense que Josh Hockett va l'emporter par décision ou par TKO au sol. Mais Josh Hockett, c'est un gars qui est vraiment beaucoup plus léger pour la division. Là. Il est dans les 230 quelques livres, 235 livres. C'est l'expérience en la heavyweight. C'est quasiment ça qu'il faisait en dehors de la cage. Donc c'est vraiment pas un gars qui est lourd, mais je trouve ça intéressant quand même parce que ça apporte un athlétisme quand même, une rapidité, puis un cardio que c'est pas la plupart des poids lourds qui peuvent soutenir. Puis il est très agressif en boxe, puis il peut lutter grâce à ça, puis maintenir un pace un peu comme un Colby Covington ou peut-être même un Merab. C'est pas un gars qui a la plus grosse puissance dans ses mains, mais tu sais, il brise les gars, là. Il casse le mental, il s'impose vraiment. C'est comme ça que Denzel Freeman à l'UFC, son combat qu'il y a eu au début de l'hiver, qui l'a gratté parce qu'il y avait un fuck you, puis Denzel Freeman il avait complètement abandonné, il est tombé à terre. Là. C'est une grosse domination de la part de Josh Hockett. Puis je pense quand même qu'il va s'imposer aussi parce que Derek Lewis, c'est pas un gars qui est capable d'enchaîner, qui est capable de renvoyer des frappes avec du volume. Souvent, c'est un gros overhand, un gros uppercut pour avoir le knockout. Puis je pense que quand un gars qui bouge beaucoup sa tête comme Josh Hockett, qui est très volatile, qui bouge beaucoup autour de la cage, c'est assez difficile à avoir comme frappe de la part de Derek Lewis. Mais bon, Derek Lewis, il a comme une puissance magique. Il a beau être brûlé pendant 3 rounds, il est capable d'avoir un coup gagnant à la fin d'un combat. Mais bon, est-ce qu'il faut encore se fier là-dessus en 2026, guys? Je pense pas. Donc je vais aller avec Josh Hockett pour moi qui va l'avoir avec beaucoup de volume de frappe en boxe contre la cage. Derek Lewis, souvent quand il est contre la cage, il n'a pas une très bonne défense. Il s'est fait finir plusieurs fois contre la cage. Ben, il y a le knockout contre Tite Tuivasa parce qu'il s'est fait avoir par un coup de coude contre la cage. Cyril Gane l'a enchaîné contre la cage un bon bout de temps pendant leur combat pour la ceinture intérimaire. Puis Josh Hockett, lui, il est vraiment capable d'enchaîner contre la cage avec des barrages de coups en boxe. Donc je pense qu'il va être capable soit de l'ébranler, puis de l'amener au sol avec un takedown. Il va être juste capable de l'avoir à la décision sur 3 rounds. Mais Derek Lewis, c'est quelqu'un qu'on va quand même devenir de plus en plus fragile, veut pas debout dans sa carrière. Les frappes ont plus d'impact. Puis je pense que Josh Hockett, qui a la fougue, qui a tout le momentum derrière lui, va être capable de s'imposer contre Derek Lewis, puis de l'avoir par TKO, je pense, au 3e round contre la cage. On rentre dans les gros combats maintenant, les 3 derniers combats de la carte. Ayman Zahabi, notre Montréalais, contre Sean O'Malley. Écoutez, Ayman Zahabi, il a fait le call-out. Il avait callé out Sean O'Malley. Sean O'Malley a accepté le combat. C'est assez difficile, honnêtement. C'est sûr qu'il y a un biais qui me dit que je veux que Ayman Zahabi gagne, mais bon. Si je veux vraiment être honnête, on va devoir plus se pencher là-dessus. Donc on a Ayman Zahabi qui a 38 ans ou qui va avoir 38 ans, qui va à la fin de sa trentaine, qui est un combattant très très tough, qui est un des meilleurs fight IQ pour moi, qui est de la catégorie. Pour moi, c'est l'aspect pour moi le plus sous-coté de Ayman Zahabi, c'est son fight IQ. Donc on a pu le voir contre Pedro Munoz, Chito Vera, contre Jose Aldo aussi à Montréal, que j'ai pu voir en live, c'était capoté. Ayman Zahabi, il est tough, puis il lâche pas son game plan. Si son game plan, c'est d'être devant le gars, d'y aller salement avec des gros coups en clinch, pousser le gars contre la cage, y aller en boxe, il va le faire. Mais bon, ici, il est contre un des meilleurs strikers de l'UFC pour le moment, là, surtout chez les catégories de poids basses. Sean O'Malley, on l'a vu avoir une belle performance quand même contre Song Yadong, même si bon, il y a des lacunes au premier, 2e round. Il a quand même réussi à avoir
dominer le troisième round quand même contre Song Yadong avec des gros coups à la tête, avec même un genou qui est passé entre la garde au milieu de Song Yadong. Je vois malheureusement Sean O'Malley s'imposer soit par KO ou par décision. Mais ça, c'est un beau combat parce que Sean O'Malley, c'est un gars qui aime vraiment pas se faire brasser. Merab, pour lui, c'était vraiment difficile parce qu'il pousse la pression, il pousse contre la cage, il l'amène au sol, il l'écrase pour vraiment qu'il se draine. Puis c'est pas un genre d'environnement où ce que que Sean O'Malley, il est bon. La saga qu'il y a eu contre Peter Yan, il a mangé vraiment beaucoup de shots, puis ça a amené plein de fois au sol parce que c'était un combat qui était sale. Puis Eman Zahabi, c'est le genre de choses qu'il peut apporter dans un 3 rounds. Mais qu'est-ce qui est difficile avec ce genre de combattants-là, c'est qu'ils ont démonté dans le classement vraiment très tard dans leur carrière. Ce qui fait que tu sais pas vraiment à quel moment il va peut-être commencer à se dégrader. Parce qu'à 38 ans, c'est rare qu'on ait la même vitesse, qu'on ait la même fougue, même agressivité que quand on est jeune. Évidemment, ça se voit beaucoup dans les catégories de poids lourds, comme des Pereira, des comics qui sont vieux et qui performent. Mais quand l'atout principal, c'est la vitesse, dans les plus petites catégories de poids, souvent, c'est ça qu'on va voir disparaître en premier, cette explosivité-là. Donc, est-ce qu'on va voir un Manzabi qui est amélioré, qui est plus performant, ou un Manzabi qui est peut-être un peu plus dégradé par l'âge, même si ça peut être un peu difficile à envisager, puis j'ai pas seulement envie que ce soit le cas. Mais bon, je pense que Sean O'Malley va le garder à distance avec ses tapes, il y a des excellents tapes. Eman Zabi, vu qu'il a vraiment comme un style combat plutôt agressif, il va continuer à pousser contre Sean O'Malley, puis Sean O'Malley va pouvoir build à partir de ça. Donc, en avant la pression sur lui, Sean O'Malley va pouvoir capitaliser avec sa main arrière, avec ses tapes au corps, puis garder à distance. Puis, ben, Eman Zabi, il fait 5 pieds 8. C'est pas un petit gars pour la catégorie, mais il est quand même à risque de se faire prendre par un coup de genou en clinch. Chito Vera, qui fait à peu près 5 pieds 8 aussi, s'est fait prendre par des coups de genou. Des gros coups de genou au crâne de Sean O'Malley. Puis quand tu as un style vraiment où tu rentres dans la distance de boxe des gens comme ça peut arriver surtout avec un gars qui est autant slick que Sean O'Malley. Donc, je vois vraiment Sean O'Malley pour moi gagner par décision, par peut-être un genou, un encore, parce que Mazavi veut pas, il a pas le meilleur menton. Il s'est fait quand même prendre vraiment violemment par Josado avec un soccer kick là, dans la tête, ce qui est complètement revolé par l'arrière. Donc, vous voyez, il y a toujours la place un KO à tout moment aussi avec Sean O'Malley, on ne sait jamais. Donc, ça fait beaucoup quand même d'arguments en faveur de Sean O'Malley. Est-ce que Manzabi a ses chances? Oui. Il va falloir qu'il applique à perfection son game plan qu'il va avoir créé avec Firas. Puis c'est ça, en fait, tout simplement. Il va falloir qu'il applique son game plan, qu'il abandonne pas, peut-être qu'il mange des shots pour en mettre une aussi, qu'il apporte peut-être Sean O'Malley au sol, qui le mette en danger avec des soumissions. Mais bon, là, je vais un peu trop loin. Pour ça reste une bagarre debout quand même. Je pense que Sean O'Malley va l'emporter par décision ou par gros coup de genou, peut-être gros coup de genou arrière en contre. Parce que Zeman pourrait peut-être s'écrouler au sol. Ce qu'on ne voudrait pas voir. Voilà. Prochain combat ici. Co-main event, Alex Pereira contre Cyril Gane. Combat que je trouve pour moi très intéressant. C'est sûr que Thomas Spinall, en ce temps-là, il attend, puis il est blessé, fait que c'est pas comme un vrai combat pour la ceinture. Mais bon, on a Pereira qui monte ici pour une deuxième fois de catégorie, qui monte en poids lourd, contre un Cyril Gane qui ressort d'une performance assez bizarre contre Thomas Spinall. Donc, sont aussi aux deux dernières performances de Cyril Gane. On a un premier round assez serré contre Thomas Spinall, mais qui l'emporte quand même parce qu'il a touché un peu plus. Il y a eu un beau jab sur le nez qui a fait saigner. Mais ça restait quand même très serré contre Spinal. C'était pas une domination pour moi. Puis avant ça, on a un combat extrêmement serré contre Alexander Volkov, qui pour beaucoup de personnes est un vol. Puis Volkov, oui, il a eu une victoire contre. Il vient tout juste d'avoir une victoire contre Acosta. Mais bon, c'est pas le niveau de Pereira ni le niveau de Thomas Spinall. Donc, ça me laisse pas vraiment la place qui va dominer nécessairement ce combat-là, mais c'est vraiment un match-up difficile pour Pereira. Je vais dire tout de suite, moi je pense que Pereira va gagner par
décision. Parce que Sregan, c'est jamais fait knock-out. Il va pas se faire knock-out, il est trop évasif, il est trop difficile à frapper, mais il y a des atouts d'Espera pour moi qui vont bien se transposer dans cette catégorie-là. Moi, je pense qu'il va peut-être perdre un peu de vitesse au niveau des mains parce qu'il va être plus lourd. Il va peut-être pas eu énormément de temps pour se structurer dans cette division-là, mais les calf kicks, oui, Sagan bouge beaucoup, mais sa jambe avant est là quand même, puis les calf kicks sont très rapides de Pereira. Donc on pourrait peut-être le voir avoir du succès avec les low kicks. Je pense pas que Sagan va s'imposer par les grappling. Si Pereira, ça en est sorti contre Jan Blachowicz puis contre Ankalaev en lutte, en défense de lutte, je pense pas que ça va être un problème ici contre Sregan, même s'il va être plus gros, plus fort. Il y a une bonne défense de lutte et des bons appuis Pereira. Je pense que là, c'est un autre level. Généralement, la plupart du temps, les combattants qui vont de la catégorie, ils ont un avantage technique, peut-être même de rapidité aussi souvent. Donc je vois Pereira s'imposer. Je pense juste qu'il est meilleur debout que Cyril Gane. Le problème, c'est que c'est le style de Cyril Gane est très difficile pour contre Pereira, qui est plus dans la puissance, moins dans le volume. Ça va être difficile de mettre beaucoup de frappes pour Pereira. Donc c'est là qu'il va falloir qu'il y ait beaucoup de jab au corps, comme il fait souvent, beaucoup de low kick, pour avoir un petit peu de volume, pour compenser les jabs que Cyril va mettre, qu'il va tourner autour de Pereira, etc. Possiblement qu'il pourrait le knock-out, on ne sait jamais. Pour moi, c'est de loin le meilleur striker que Cyril contre qui il s'est battu de sa carrière. John Jones et Ngannou sont très dangereux debout, mais c'est pas le même niveau pour moi de striking, de kickboxing que Pereira. Pereira aussi est capable d'être très rapide, très explosif, peut-être de détruire, briser la distance qui va les séparer, mettons, quand il emprisonne vers la cage un Sregan. On a vu, des têtes suivant ça, ébranler Sregan. On a vu Volkov toucher Sregan avec un coup de poing retourné. Il est beau être très évasif, il est pas invincible. Puis je pense que Pereira est capable de capitaliser sur peut-être les petites erreurs que Sregan va faire, peut-être prendre trop la confiance aussi. Généralement, Sregan, quand il est dans des combats, il est assez confiant, il est peut-être un peu trop pas assez sur ses appuis. Puis c'est qu'on peut voir comme des combats contre Volkov qui va vraiment les rapprocher parce qu'il y a peut-être un manque de prise au sérieux de l'adversaire, peut-être, un manque de prise au sérieux. Donc c'est ça. Donc c'est assez difficile à breakdown honnêtement ce combat-là parce que c'est deux. Possiblement le meilleur combat de poids lourd de l'histoire en termes de striking, honnêtement, qu'on va voir. Donc je suis quand même assez excité. Mais il n'y a pas grand chose à dire plus que je pense juste. Ça dépend de qui vous passez le meilleur striker. On a d'un bord quelqu'un qui est très évasif, très athlétique et rapide, avec une grosse palette technique de coups comme des high kicks, des genoux, des coups de coude chez Sregan. Mais il n'y a pas vraiment une puissance qui lui permet de s'imposer vraiment fortement dans ses combats. Sregan, il n'a pratiquement jamais eu de flatline KO, un coup comme ça. Souvent, c'est des. Il ébranle la personne, après ça, c'est du grand pound avec des coups derrière la tête, des doigts dans les yeux. Puis on a d'un côté Alex Pereira, un kickboxer qui est très grand sur ses pieds. C'est pas quelqu'un qui est penché vraiment. Donc, les deux vont vraiment se tenir très grands, qui vont beaucoup bouger. Pereira est beaucoup plus compact cependant. Moins de volume que Sregan. Puis c'est des grosses frappes calculées qui arrivent à mettre dans des angles morts comme un low kick qui part ou un crochet qui monte. Puis voilà, donc ça dépend de ce que vous pensez. Moi, c'est vraiment 50-50 ce combat-là, honnêtement. Je pourrais voir Alex Pereira perdre. Mais je pense juste que c'est plus safe d'aller avec lui de mon bord parce qu'il a peut-être une meilleure expérience. Je pense que les strikers contre qui il s'est battu en light heavyweight étaient pratiquement des tout aussi grands défis que Sregan. C'est Ankalaev, Prochaska, Roundtree, c'est tous des très bons strikers quand même. Là. Donc, quand même à être préparé. Tandis que Sregan, oui, Thomas Spinner, c'est un gars qui est super dangereux, mais c'est pas le même type de striking que Pereira. Pereira, il s'impose, il y a une aura qui est assez particulière dans la cage. Puis, je pense simplement que Alex Pereira va l'apporter par décision
parce que j'ai vraiment du mal à m'imaginer Sagan se faire knock-out avec la manière qu'il bouge. Mais bon, on pourrait avoir un knock-out aussi, c'est très possible. On a vu Sagan par le passé se faire ébranler. Donc je vois que je vais aller avec Pereira. Pour moi, c'est le combat le plus serré de la carte. C'est très difficile à départager. J'essaie de ressortir les éléments de chaque bord. Mais bon, pour moi, les low kicks de Pereira, c'est vraiment quelque chose qui fait pencher à sa faveur la balance des combats. Puis je pense qu'ici, ben, Apollo, ça va être une très bonne arme, surtout que souvent, ben, ils sont plus lourds sur leurs appuis généralement quand ils frappent. Même si Sagan, c'est quelqu'un qui est très, très évasif, qui bouge beaucoup. Sur les transitions de position debout, quand on va des resets, etc., Alex Pereira pourra peut-être timer des low kicks au mollet qui pourrait vraiment affaiblir Sagan. Puis, ben, l'empêcher de bouger beaucoup, beaucoup, parce que quand ton air du mollet est vraiment magané, c'est très douloureux. Puis ça peut peut-être affaiblir la mobilité de Cyril Gann dans ce combat-là. Donc, dis-moi en commentaire aussi qu'est-ce que vous pensez de ce combat-là. Moi, je vais y aller avec Alex Pereira pour ma prédiction. Puis on va enchaîner directement avec le dernier combat. Le meurtre, la scène de meurtre qui va être Ilia Topuria contre le Sengeiji. Probablement qu'il va y avoir une belle gang qui va être sous-mort rendu là. Puis là, vous allez entendre. Puis là, tout le monde va capoter quand Topuria va entrer dans le stade, dans l'octogone. Moi, je suis vraiment hype pour ce combat-là parce que j'adore Topuria personnellement. Mais bon, sportivement, c'est pas le combat le plus équitable qu'on a vu dans l'histoire de l'UFC, honnêtement. Si on compare, c'est un peu un Poirier versus Islam. Tu sais, c'est un gars, un striker, un vieux striker en fin de carrière qui se bat contre un des meilleurs combats de l'UFC, un des meilleurs combattants de l'UFC. Quoi dire? Écoutez, le combat de Gaethje versus Topuria, Gaethje versus Pimblet, pardon, c'est vraiment, ça me fait encore plus pencher en faveur de Topuria parce qu'il y a vraiment, vraiment eu beaucoup de lacunes quand même qui ont été montrées du côté de Gaethje. Il a ébranlé plusieurs fois Pimblet, puis aussitôt que la portée à terre, il était incapable de mettre du dégât. Quelqu'un qui avait une position north-south par-dessus Pimblet, il était pas capable de produire du dégât, du dommage. Il restait juste sur lui, puis il laissait pas d'y récupérer. Puis ben, il n'a pas les meilleurs instincts. Puis Topuria, il a un excellent menton de Topuria. On l'a vu manger des gros shots de Oliveira, il prend un énorme coup de coude. Le high kick s'est pris de l'anglais Jair Burts qui l'a droppé. Ça l'a rendu encore beaucoup, beaucoup de personnes. Puis Topuria s'est relevé, puis il a réussi à continuer le combat. Il a un excellent menton. Donc je vais pas nécessairement Gaethje juste le knock-out facilement comme ça, peut-être comme certains fans pourraient penser. Si on va plus en profondeur ici dans le combat, Justin Gaethje, c'est un striker qui se tient vraiment très grand debout, en fait, qui est comme vraiment comme une ligne debout. Puis souvent pour des combattants plus petits, plus compacts comme Topuria, il est capable de vraiment se rapprocher puis de rentrer dans sa distance de boxe. Puis il va vraiment être capable de monter avec ses crochets. Puis des fois, c'est difficile à voir parce que Gaethje garde ses mains vraiment hautes. Puis vu qu'il est vraiment comme ça, ben ça peut faire ça que les coups qui arrivent vite sont un petit peu fous dans l'angle mort. Tandis que contrairement à un combattant qui est vraiment plus compact, même s'il est grand, il est plus à l'affût. Gaethje est vraiment tout le temps grand. Puis Topuria, ben, il est très, très, très bon pour capitaliser sur ces moments-là. On l'a vu dans le cas de Max Holloway qui est aussi grand que Justin Gaethje. Bon. Puis ça, c'est vraiment si on ne prend pas en compte le fait que Topuria pourrait complètement annihiler Gaethje en lutte. Il pourrait l'amener au sol et le soumettre parce qu'il a un excellent grappling. Gaethje a des très mauvais instincts de jiu-jitsu au sol. Mais bon, je pense que ça va jouer debout au premier round. Je pense que Topuria va le knock-out salement au premier round. Je pense que ça va être assez goofy, là, honnêtement. Là. Je pense que Topuria va le frapper. On va voir Gaethje faire une sorte de danse de canard un peu. Puis Topuria va le knock-out. Soit quand il va être encore debout, il va l'amener au sol puis il finira en ground and pound. Honnêtement, j'ai rien d'autre à dire. Là. Je sais pas ce que vous pensez, guys, là, mais je vois juste Topuria avoir un gros crochet, soit crochet avant ou crochet arrière. En boxe, au premier round, il va le knock-out Gaethje, ça va être incroyable. C'est sûr que Gaethje, c'est pas un tout nu. Gaethje, c'est un gars qui s'est battu contre quasiment tous les gros strikers de la catégorie depuis longtemps.
Mais bon, honnêtement, j'ai rien à dire, ok? Topuria va gagner. C'est le breakdown le plus facile à faire. J'ai des très bons low kicks, qui prennent position low kick, on peut en parler. Topuria est très très susceptible au low kick, Volk a capitalisé là-dessus, Holloway a capitalisé là-dessus, mais il est vraiment stuff, honnêtement, les low kicks. Même Volk a mis énormément de low kicks dans les 2 premiers rounds. Puis Topuria, ça y a absolument rien fait. Puis il a réussi à aller chercher le knockout quand même. Puis elle a vraiment big. Je pense qu'il est encore plus big que son combat contre Charles Oliveira. Donc, voilà. C'est pas mal ça, je pense. Topuria, knockout, premier round. Crochet arrière ou crochet avant. Je vois peut-être Gaethje engager le clinch parce qu'il aime beaucoup le clinch avec un peu cut comme ça, en prenant la tête, le de la tête, la couronne de l'adversaire. Je vois vraiment peut-être en se séparant Topuria qui envoie un gros crochet avant comme il a fait contre Holloway puis mettre à terre Justin Gaethje tout simplement. Voilà. Donc, merci d'avoir écouté. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de la carte, vos prédictions. On va se revoir bientôt pour d'autres vidéos. J'ai plein d'idées en tête. Puis merci d'avoir écouté, guys. Ciao, ciao.